C'est vrai que c'est un peu plus difficile pour ceux qui commencent maintenant et qui sont beaucoup sur les réseaux, qui regardent beaucoup ce qui se fait. En même temps, c'est bien d'avoir, moi je trouve que c'est quand même bien pour la culture visuelle de s'imprégner de tout ce qui se fait quand même, de l'air du temps et tout. Et en même temps, c'est vrai que ça met une pression supplémentaire. Faut essayer de prendre du recul par rapport à tout ça. C'est pas toujours évident. Ouais, et qu'on est aussi souvent autocritique parce que je pense que quand on est enfant, on dessine juste comme ça. Mais Hmm. après, plus on prend de l'âge, plus on se dit, ouais, mais il y a celui-là qui fait déjà bien les choses. Et puis, est-ce que moi, c'est assez? Mais je vois encore mes lacunes. Alors qu'en fait, c'est ce que j'ai vraiment remarqué. En fait, au final, je dis toujours que j'étais jamais la meilleure et la plus douée en dessin, mais j'étais simplement celle qui Passé. avançait comme ça. Et c'est ça qui faisait effectivement que bah, même si on avait d'autres qui étaient plus talentueux que moi, c'est moi qui récupérais les contrats parce que j'étais simplement celle qui était partout et puis qui se montrait et qui allait un peu au culot, quoi. Coucou Sabrina, comment ça va? Coucou. Ça va et toi, merci. Bah ça va bien, je suis contente de t'avoir dans le podcast aujourd'hui. Surtout que tu as un profil qui m'intrigue, puisque tu fais du manga, on va en parler. Et Mhm. bah, moi je connais pas du tout cet univers-là, donc c'est pour ça que je me suis dit, ah, ça peut être intéressant de l'inviter dans le podcast, parce que je pense que tu pourrais apporter une autre, enfin, un autre sujet, un autre univers que j'ai jamais abordé dans le podcast. Donc merci à toi d'avoir accepté ma petite Bah, merci, invitation. je vais faire de mon mieux. Alors, est-ce que pour commencer, tu pourrais nous dire un petit peu qui tu es, te présenter de la manière dont tu le souhaites? Alors, je m'appelle Sabrina Kaufmann, je suis du tout petit pays du Luxembourg. Et du coup, effectivement, quand j'ai commencé, ben, à l'époque, je connaissais pas forcément beaucoup d'illustrateurs parce que déjà le Luxembourg est très petit et du T'as, coup, t'as commencé en quelle année? j'ai publié mon premier livre quand j'avais 14 ans, donc là je Ah m'en ai. oui, waouh. Et donc effectivement, bah, c'était toujours mon rêve de devenir écrivain parce que j'avais lu Harry Potter à l'époque, mais j'ai Donc commencé. c'était de l'écriture alors, à ce moment-là. C'était pas... Je ne savais pas encore. Je dessinais déjà depuis toute petite mes propres histoires, mais en fait ça a switché. J'aimais bien dessiner, j'aimais bien écrire et du coup je savais pas trop. Mais c'est effectivement quand j'ai découvert les mangas que je me suis dit ah tiens on peut combiner les deux en fait. Et c'est ça qui m'a motivée pour toujours continuer jusqu'à ce que j'ai publié mon premier livre. C'était un roman illustré et c'était effectivement en Comment illustrer. auto-édition. Ok. Mais bon, à l'époque, je savais pas du tout comment ça fonctionnait. J'avais juste tapé dans Google comment publier son livre. Et du coup, j'ai pris les trucs totalement au hasard, genre la mauvaise qualité. Le livre, il est en train de tomber en miettes là maintenant parce que c'était pas du bon truc. Mais bon, après, c'est vraiment le premier pas qui m'a permis de démarrer dans l'industrie. Et en fait, avec ce premier livre, j'ai été le présenter à mes profs pour leur demander s'ils voulaient l'acheter. Et c'est comme ça que ça a commencé. Alors, avec ce livre, du coup, vu que ce n'était plus que papa, maman et la famille qui disaient oui, oui, c'est bien ce que tu fais, ça m'a permis d'avoir du premier feedback externe et du coup, bah, ça m'a pas mal motivé pour continuer à créer d'autres livres. Donc, à partir de là, j'en avais pondu un par an pendant toute ma Waouh. scolarité, en fait. J'étais une À machine partir à de l'époque. 14 ans et 14, 15, 16. Ah waouh. Ah mais c'est Ouais. pas commun. Et du coup, avec ça, on avait un magasin de beaux-arts local, en fait, où j'avais demandé de faire une séance de dédicace. Et du coup, c'est là où j'ai rencontré mes premières petites lectrices à l'époque, des petites filles de 8 à 10 ans, quoi. Et avec elles, vu qu'elles étaient aussi dans leur trip, waouh, c'est mangaka, c'est trop cool, on veut faire comme elle. C'est là où du coup, j'ai demandé au magasin de Beaux-Arts si je pouvais donner des cours de dessin manga. Donc à 16 ans, j'ai commencé à faire les cours et Waouh. à trouver mes premiers clients. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Mais alors, juste pour qu'on se rende compte, est-ce que je peux te demander ton âge? Parce que t'as commencé très jeune. 29. Ok, bah franchement bravo parce que ouais tu t'es lancé, bah, en fait t'as exploré plusieurs choses, mais à un âge en fait où en général on a d'autres préoccupations quoi tu vois dans la vie et toi t'étais déjà une mini entrepreneuse quoi, c'est fou, Ouais. c'est trop Mais bien. bon, après, c'est le truc aussi où je me dis, d'un côté, ça m'a vraiment permis de me lancer parce que je regardais pas du tout la concurrence. À l'époque, j'avais même pas Internet, ou je crois que c'était vraiment juste là où Internet commençait. Je crois que c'est à 14 15 ans que j'ai commencé à découvrir Skyblog à l'époque, quoi. Donc, en fait, j'étais vraiment
tellement dans mon monde que il y avait rien autour et donc je produisais et puis j'étais dans ma bulle et j'étais contente quoi. C'est vrai que d'avoir évolué sur les réseaux sociaux à cette, enfin, c'est un plus quoi, parce qu'il n'y avait pas la concurrence. Mais en même temps, les réseaux sociaux n'apportent pas que du négatif. Je vais te poser des questions par rapport à ça, je Mhm. pense. Mais oui, c'est vrai que c'était un autre monde quoi. Et du coup, comment ça s'est passé après? Donc, parce que là, ton activité aujourd'hui, en quoi elle consiste? Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes différentes activités que tu proposes aujourd'hui? Du coup, j'ai encore toujours la création de manga, sauf que là maintenant on est passé d'un livre par an à un livre tous les 3 4 ans. Parce que bon, forcément, quand tu es entrepreneur, bah, tu ne peux pas que créer des livres et il faut bien faire autre chose. Donc, j'ai gardé les cours de dessin. Entre-temps, effectivement, avec la découverte des réseaux sociaux et d'Internet, je donne aussi des cours en ligne. J'ai aussi ma boutique de vêtements. Donc, bon, après, effectivement, le gros de mon activité, c'était toujours les conventions et le présentiel. Et donc, là, la boutique, j'essaie de la faire décoller, mais bon, on essaye, quoi. Ok, alors pour que les gens comprennent bien, parce que moi je connaissais pas cet univers des conventions. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Alors, en gros, c'est vraiment des foires, des salons, en fait, où tu as plein de créateurs et ça peut être vraiment thématique. On peut avoir des conventions manga, on peut avoir des foires du livre, des salons de la BD. Et donc, en gros, on va avoir bah, des professionnels et des amateurs qui vont avoir des stands. Et là, tu peux vraiment prendre tous tes produits et donc, bah, tu vas les vendre. Je suis tombée dedans totalement par hasard. En fait, c'était vraiment bah, ma dernière année d'études où en fait c'était vraiment le moment où il y a tout le monde qui disait ouais tu dois trouver une université, tu dois penser à ton avenir et tout. Et moi qui avais toujours été tellement dans le dessin à l'époque, en soi je me voyais pas d'avenir parce que du coup vu qu'au Luxembourg on n'avait pas forcément de modèle en fait qui était vraiment là-dedans. C'est bah en fait à ce moment-là je me disais je vais totalement laisser tomber le dessin parce qu'il n'y a pas de débouché sauf faire les beaux-arts et devenir prof. Donc chez nous grosso modo c'est ça quoi. Hmm. Et du coup, c'est effectivement quand j'avais tout lâché qu'il y a quelqu'un de mon entourage qui avait fait un livre de cuisine. Et du coup, il participait à notre salon du livre national où ils m'ont proposé de venir squatter en fait sur un petit bout de table. Donc mon premier salon, c'était vraiment avec un livre que j'avais dessiné à l'arrache pendant 6 mois parce que du coup les anciens, bah, ils étaient vieux et ils étaient moches quoi. Donc je voulais plus les revendre. Et effectivement, j'avais même pas de nappe, je savais pas du tout dans quoi je m'engageais. On m'a juste dit, il y aura une table, tu te mets avec nous, tu prends des livres et puis du coup en fait on va les vendre. Et c'est là, en fait, où j'ai découvert, bah, il y avait énormément d'éditeurs, il y avait des autres auteurs, et il y a aussi, c'est là que j'ai rencontré les organisateurs de la LuxCon, donc, qui est notre festival national, de science-fiction, de manga, de fantastique et tout. Et, c'est avec ça, en fait, que le bouche à oreille a commencé, où j'ai été invitée là-bas, et puis, j'ai découvert de plus en plus, bah, effectivement, qu'il y avait d'autres artistes qui en vivaient. Et, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais c'est super. Et du coup, c'était pas forcément un salon par rapport au manga, si je comprends bien, ce premier salon. Mais je trouve ça génial parce que le principe moi je dis toujours, vaut mieux fait que parfait. Et après, bah du coup, enfin c'est un peu ce qui s'est passé. Tu as été un petit peu comme ça, et finalement ça t'a permis de voir un petit peu les coulisses, comment ça se passe, et puis de fil en aiguille, j'imagine, bah améliorer ton stand, Mhm. etc. Mais aujourd'hui, ça fait vraiment, ce que tu disais, ça fait vraiment partie de tes activités principales, en tout cas Mhm. en termes de revenus. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment on trouve ces conventions, comment on s'organise au niveau du stand, justement, si tu as des conseils pour ceux qui voudraient se lancer. Mhm. Alors, bah, ce que je conseille effectivement, c'est toujours de commencer local parce que forcément, on va avoir pas mal de frais. En fait, bah, pour situer un peu, vu que le Luxembourg il est tellement petit et que c'est genre même pas la taille de Paris, quoi, pour tout le pays, on avait genre un salon du BD, un salon du livre et un salon du fantastique et c'était les trois salons qu'on avait dans tout le pays, quoi. Donc, pour moi, j'avais vraiment commencé par cela parce que en plus ils étaient gratuits ou c'était très peu cher. Et du coup, ça évitait aussi d'avoir après bah, les hôtels,
les frais de déplacement, les péages, etc. Donc pour moi, je me suis dit, l'idéal, c'est effectivement de commencer par tâter le terrain avec une audience locale où tu n'as pas beaucoup de frais. Et du coup, tu vois déjà qu'est-ce qui fonctionne. Tu peux aussi, par exemple, le tester avec tes produits pour voir est-ce qu'il y en a certains qui fonctionnent mieux. Est-ce que, par exemple, les gens venaient à mon stand et disaient ah tiens, t'as des livres, est-ce que tu as aussi des marque-pages, vu qu'on était en Mhm. salon du livre. Donc, ça permet vraiment d'avoir en fait un feedback général et petit à petit en fait d'améliorer. Et c'est vraiment après, au fur et à mesure des salons, que j'ai commencé à développer mes stocks et tout. Donc, ouais, je propose vraiment le plus simple, c'est de commencer petit, essayer de minimiser ses frais. Et Mhm. après, tu vois au fur et à mesure, et surtout, tu rencontreras d'autres artistes qui pourront aussi t'aiguiller. Super. Et est-ce que tu as l'impression d'avoir développé une audience que tu n'aurais pas pu développer si tu n'avais pas fait ces conventions? Mhm, oui, bah, pour moi, en fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a tout qui a été lancé, en fait, grâce aux conventions, justement, parce que c'est vraiment là où j'ai rencontré, bah, mon premier éditeur, donc, vraiment un vrai éditeur et pas Mhm. d'auto-édition. J'ai rencontré d'autres artistes qui m'ont proposé, justement, d'autres salons. C'est de là aussi où j'avais la plupart des clients, effectivement, sur ma boutique en ligne. Et vu que je travaille beaucoup avec des clients locaux, j'ai commencé à trouver vraiment de plus en plus de clients pour des commissions. Et je donnais aussi des cours de manga donc dans des bibliothèques, dans des lycées et tout dans les alentours. Donc là, en fait, il y a vraiment des conventions qui ont tout centralisé pour que j'ai vraiment le public qui vienne à moi. Et du coup, je n'ai effectivement pas forcément eu besoin de démarcher. Trop bien. Mais alors aujourd'hui, tes conventions, c'est surtout du manga ou pas forcément? Principalement, oui, manga. Ouais, tu t'es quand même, c'est ta niche entre guillemets, c'est ton style, le manga et donc, mais c'est assez populaire quand même en France le manga. Ouais, Euh, c'est hyper explosé là ces derniers temps quand je compare ouais. au début. Bon après effectivement au début vu que je ne faisais que Luxembourg, Lorraine et Wallonie en fait je ne voyais pas forcément les gros et c'était plutôt des petits salons mais j'ai vraiment l'impression que ça a énormément explosé au fil des dernières années quoi. Mais du coup, c'est intéressant parce que, tu vois, il y a quelques années, moi, avec ma formation, on me demande, enfin, il y avait des personnes qui faisaient du manga et qui me disaient, qu'est-ce que je peux faire avec mes dessins? Et c'est vrai que, bah, c'est aussi pour ça que je voulais t'inviter parce que moi, quand on me pose ce genre de questions, je vois pas, quoi, limite des jeux vidéo ou peut-être du caractère design, mais à part ça, c'est vrai que je voyais pas trop les débouchés. Mais du coup, toi, quel est ton avis maintenant? Comme tu le disais, t'as l'impression que ça explose. Donc, est-ce que tu penses qu'on peut vivre du manga aujourd'hui, en 2024? Bah, je dirais vu que j'en vis oui on peut. Mais après, je pense que bah, pour toute carrière entrepreneuriale, c'est un peu personnel selon ce que tu veux faire. Parce qu'en soi, tu peux faire énormément. Tu peux faire, par exemple, tu peux avoir un Patreon et faire en sorte que ça fonctionne avec tes récompenses que tu mets là. Tu peux faire des cours de dessin, tu peux faire des commissions, tu peux avoir ta boutique en ligne, tu peux faire les conventions, tu peux travailler avec tes éditeurs. Donc, en soi, il y a vraiment énormément de débouchés, mais après, ça serait vraiment bah, aux gens, en fait, de voir qu'est-ce qui leur plaît le mieux. Par exemple, pour moi, je sais que je déteste être sur les écrans. Donc, au final, je me dis, ce n'était pas forcément une coïncidence que pour moi, l'événementiel a fonctionné, mais que tout ce qui est réseaux sociaux et tout, c'est... Ah, c'est drôle que tu dises ça parce que justement, moi, je suis tombée sur un de tes reels, en fait, où justement tu préparais tes conventions et je t'ai Mhm. trouvée vachement marrante et je me suis dit, elle a l'air de s'amuser à faire ses reels, en fait. Les reels, j'aime bien faire et en fait, c'est surtout depuis que j'ai la chaîne YouTube que j'avais commencé en 2000, 2020, 2021 en fait, que bah, en fait, c'est vraiment le format que j'aime bien poster parce que j'ai toujours eu ce petit côté bah, éducatif. En fait, j'aime bien tout ce que j'apprends, je le documente et après, je suis tellement hype de me dire, ouais, j'ai eu des résultats qu'en fait, j'ai envie de le repartager avec les autres pour faciliter le chemin, quoi. Mais bon, après, c'est effectivement, moi, je suis sur les écrans et mieux je me porte. Ah, c'est marrant ça. Mais du coup, ouais, tu dessines à la main. J'ai regardé une Mhm. de tes dernières vidéos là où tu disais que certes, dessiner à la main, ça induit des problèmes en plus, surtout au niveau du nettoyage de son dessin, mais qu'en même temps, il y a voilà, c'est un plaisir aussi quand on dessine à la main qui est différent d'une tablette, par exemple. Alors, pour résumer, pour faire un petit peu voilà, le résumé, en gros, aujourd'hui, donc, tu fais des conventions. Mhm. Tu fais aussi des cours donc de manga, c'est ça? Oui. Ok, alors surtout en physique, en présentiel?
À un moment, je faisais beaucoup en présentiel. Maintenant, c'est surtout que selon les conventions ou parfois je dois voyager à l'étranger et après je suis trop fatiguée et il y a encore énormément d'autres trucs à gérer, l'administratif, les préparatifs pour le prochain salon. Donc en fait, maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment réduit à certaines périodes où je fais totalement que des conventions ou bien que des cours effectivement en présentiel. Mais il y a aussi pas mal de cours tous les premiers mardis du mois que je fais maintenant sur Patreon, justement, Mhm. qui sont des cours en ligne, justement, parce que comme ça, j'ai la liberté de rester à la maison, même, ouais. Et justement, j'allais t'en parler, c'était la troisième. Alors attends, je sais pas si j'ai bien compté. Convention, boutique en ligne, cours, Patreon. On va dire c'est les différents. Ouais, j'ai tout dit, j'ai rien Oui, oublié. oui. Du coup, ouais, c'était la dernière chose dans tes activités dont je voulais te parler. Et je voulais justement que toi, tu nous en parles, que si tu peux nous dire un petit peu comment t'es venue l'idée d'ouvrir un Patreon, qu'est-ce que tu y partages, si tu trouves que c'est un bon moyen de partager et que tu trouves ça intéressant de manière Oui. générale, et si tu as des conseils aussi à donner. pour- Alors, en fait, Patreon, c'était une de mes toutes premières plateformes que j'ai lancées avec ma deuxième convention en 2015. Donc, c'est pour ça que j'ai le petit attachement où même Ouais. si ça progresse pas forcément, c'est la plateforme où j'ai envie de rester. Et j'ai effectivement encore mon tout premier patron maintenant qui va être là depuis presque 10 ans, du coup. Waouh. Et ouais, donc pour moi, en fait, bah, à l'époque, ce que je faisais, c'était beaucoup, tous les mois, je mettais des récompenses. Donc, par exemple, je dessinais une nouvelle illustration, je mettais les step by step, je donnais des explications sur le processus, etc. J'avais aussi commencé effectivement les cours en ligne déjà à l'époque, mais après, par manque de temps et surtout quand j'ai commencé à me professionnaliser, ça me prenait énormément de stress de produire tous les mois. Donc, j'avais un peu arrêté et là maintenant, effectivement, depuis cette année, j'ai bien relancé avec les cours de manga justement parce qu'il y en a beaucoup qui me demandaient et surtout quand je fais des cours en présentiel, c'est souvent en fait dans des écoles qui ont juste le budget pour faire un seul cours Mhm. d'introduction. Mais après, du coup, on a vu les bases, on dessine le visage, le corps et puis après, c'est fini. Et Ouais. donc, il y a effectivement pas mal d'élèves qui ont envie après de continuer. Donc, en soi, Patreon, après, avec les cours, ça sera vraiment la continuation. Ouais, donc c'est vraiment la continuité en fait des cours que tu as pu donner à l'école. Et donc tu t'es dit, tiens, pourquoi pas continuer sur Patreon. Mhm. Mais du coup, c'est là encore, t'es vachement précurseuse parce que 2015, enfin, je veux dire, c'était les débuts de Patreon, j'imagine, ou Oui, je crois que c'était encore tout au début, oui. Mais ouais, c'est fou parce qu'aujourd'hui, tu sais, les abonnements en ligne, ça devient vachement populaire. Mhm. Et pour une raison que je comprends, c'est-à-dire que ça permet d'avoir un revenu régulier. Oui, oui, Et ça, c'est vachement intéressant. oui. Et en ce moment, ça explose, mais toi, t'étais déjà dans le coup en 2015, quoi. Donc franchement, entre tes mangas, enfin tes livres illustrés, les cours, etc., t'as vraiment été précurseuse dans plein de domaines, donc bravo, franchement, c'est chouette. Et justement, j'ai envie de parler avec toi de l'importance de diversifier ses revenus. Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé un petit peu par hasard dans ta vie ou est-ce que c'est quelque chose dont tu avais conscience? Je pense que dès le début, en fait, c'était surtout que, en fait, quand j'ai commencé, je pensais vraiment devenir une écrivaine célèbre et avoir des mangas qui se vendent à des milliers d'exemplaires, tu vois. Mais en fait, après, je me suis vraiment rendu compte, surtout quand j'ai commencé les conventions, que ce n'était pas forcément réaliste. Et donc, effectivement, dès que j'ai commencé les conventions, j'ai aussi vu que d'autres faisaient des prints. Donc, j'ai automatiquement commencé à diversifier plus avec l'illustration. Et je pensais après, c'est venu automatiquement que quand j'étais en salon, en fait, il y en a qui m'ont demandé pour des cours de manga parce qu'on n'avait pas ça. Et il y en a aussi qui m'ont demandé pour des commissions d'illustration. Donc je me rappelle bah, effectivement en 2015 à ma deuxième convention, c'est là où j'ai rencontré mon éditeur et en même temps un autre auteur de science-fiction pour qui m'a demandé effectivement mes premières commissions pour illustrer ses romans. Donc je pense vraiment que je n'ai pas forcément pensé à diversifier de façon vraiment consciente en fait, mais ça m'est un peu tombé dessus et à l'époque j'étais vraiment dans le truc si je veux que ça marche, je vais simplement prendre tout ce qui me tombe dessus, je vais simplement essayer et après on verra si je garde, si je garde pas, si je développe. Donc en fait j'étais toujours vraiment un peu en mode YOLO, genre je prends tout ce qui vient Ah, et mais puis c'est bien. on verra quoi.
Non, mais t'es ouvert d'esprit, en même temps, t'étais curieuse de voir ce que ça pouvait donner. Et aujourd'hui, mais en gros, t'as tout gardé finalement. J'ai viré les commissions. Ah oui, t'as viré les commissions. Alors, les commissions, du coup, c'était quoi? C'était des particuliers qui te demandaient des illustrations ou des commandes pro? Comment ça se passait? Au début, j'avais beaucoup de particuliers justement qui me rencontraient en convention. Donc, c'était soit des auteurs qui voulaient illustrer leurs livres, soit faire le portrait du chien et puis les petits cadeaux pour la famille et tout. Donc, ça avait effectivement commencé plus avec des particuliers. Après, j'ai eu l'opportunité, effectivement, vu que il y avait quasi pas de dessinateur professionnel et pas beaucoup de mangas en fait dans les environs. Du coup, forcément, dès qu'on voulait un style manga, bah, ça me tombait dessus. Et du coup, j'ai effectivement eu la chance de travailler avec des ministères, avec l'UNESCO et des Ah entreprises ouais. en fait. Donc, ouais, j'avais des projets qui étaient bien sympas, mais après, c'était surtout ben, entre les conventions qui étaient vraiment ce que j'avais envie de faire et mes propres mangas. Quand je dessinais tout le temps pour les clients et que j'étais aussi quasi tous les jours en route à faire des déplacements pour aller dans des écoles pour faire des cours, au bout d'un moment, je n'arrivais plus tout faire et j'ai commencé à être énormément frustrée de ne pas avoir, de ne pas pouvoir avancer sur ce qui était vraiment important pour moi. Et à un moment, j'étais vraiment dans une mentalité où, où j'étais beaucoup dans le manque, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Luxembourg, on est supposé être un pays riche. Donc en fait, j'ai grandi dans l'optique que si je n'ai pas 1 million, je ne pourrais pas m'acheter de maison, parce que l'immobilier est tellement horrible ici au Luxembourg. Et du coup, c'était vraiment à partir du moment où j'ai commencé à monétiser mes créations, j'étais vraiment dans le truc je dois gagner de l'argent, je dois gagner de l'argent et tout. Et donc, en fait, j'ai accepté aussi énormément de choses juste pour me faire connaître, pour avoir de l'argent de côté et pour pouvoir survivre parce que j'étais beaucoup aussi en mode survie. Et c'est ça qui a fait qu'après, je suis aussi tombée en burn-out parce que j'avais simplement fait trop. Ah oui. Et c'est là que je me suis calmée et que je me suis un peu mise, j'ai reposé les bases à plat et je me suis dit, OK, ça je garde, ça je limite et on va réarranger. C'est bien que tu parles de ça parce que c'est vrai qu'on parle de enfin, je parlais de diversification de revenus, ça veut pas forcément dire faire tout et n'importe quoi, juste voilà. C'est bien de diversifier ses revenus, mais moi je pense toujours que c'est bien d'avoir un pôle principal et Mhm. après, en fonction de comment ça se passe, essayer de voilà d'essayer autre chose et mais pas trop en faire, ouais, au risque de se brûler les ailes quoi. Clairement, on peut Mhm. pas faire tout en même temps. Non, je pense qu'au début, ce qui est bien, c'est un peu de toucher à tout parce que comme ça, on voit vraiment ce qui existe dans l'industrie. Mais après, au bout d'un moment, c'est vraiment important aussi de faire un choix et de regarder qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît moins, qu'est-ce que je garde pour le plaisir, qu'est-ce qui me permet d'avoir un revenu stable. Donc, à voir Mm. après pour arranger. Carrément, mais toi, du coup, t'as touché à tout depuis le plus jeune âge, donc tu sais maintenant ce qui te plaît le plus. Mhm. Et au niveau des cours, la transmission, tout ça, c'est quelque chose que tu dois faire enfin, pendant longtemps, c'est un truc qui te plaît ou Oui. Bah, c'est aussi pour ça qu'à l'époque, j'avais commencé ma chaîne YouTube, parce que c'était vraiment après le burn-out, justement, où en fait, pour moi, c'était tellement grave que je ne pouvais plus tenir un crayon, et c'était vraiment à un moment, j'étais en train Ah de oui. terminer la commission qui avait été signée, et je tremblais devant ma feuille, en fait, c'était littéralement, j'avais le crayon en main, et j'étais en train de trembler, et j'avais genre des convulsions de dégoût et tout, parce que justement, je ne m'étais pas respectée. Et c'est pour ça, après, je m'étais dit, OK, jusqu'à présent, j'ai toujours fait des cours de dessin, vraiment dessin basique. Mais à partir du moment où moi j'étais pro, il y a personne qui m'a dit, attention, fais attention à ta santé, ne prends pas trop de travail, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire. Et c'est ça qui m'a fait me retrouver justement dans cet état où je me suis dit, c'est aussi un truc que j'ai appris et que je trouve qu'il est important en fait de retransmettre justement à d'autres personnes pour pas qu'elles tombent dans le même piège en fait. Mm. Donc oui, effectivement, l'éducation pour moi c'est hyper, bah, je, je trouve que c'est hyper important et c'est la base de tout en fait. Non, mais carrément, mais je pense que tout le monde n'est pas dans ce besoin, tu vois, de transmettre. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'adore aussi. C'est vrai que sur ta chaîne YouTube, du coup, tu partages beaucoup de conseils liés à ton activité. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à cette chaîne YouTube, ce que t'apporte aujourd'hui aussi, surtout?
Oui, bah pour moi en fait, je l'avais commencé effectivement après le burn-out parce que vu que je n'arrivais plus dessiner, je m'étais dit je veux quand même faire quelque chose qui reste en rapport avec le dessin, mais sans forcément dessiner moi-même. Donc à ce niveau-là, j'étais vraiment plus partie sur l'éducation du coup. Et effectivement, bon au début. Bon, après, je pense que les premières vidéos, c'est jamais les meilleures. Mais je pense que j'étais aussi encore beaucoup dans un état d'esprit, en fait, où je me cherchais un peu pour voir, maintenant que je dessine plus, ben, est-ce que je vais reprendre un séjour le crayon? Qu'est-ce que je vais faire? Donc, en fait, c'était vraiment en attente. Et je pense que la chaîne YouTube m'a énormément aidé, en fait. Pour moi, je dis encore maintenant, c'est un peu une sorte de thérapie où des fois, justement, quand je repartage ces conseils, où je repense, en fait, au parcours que j'ai fait, où je me dis, ouais, rappelle-toi, tu ne dis pas que ça pour tes élèves et pour les spectateurs qui t'écoutent, mais c'est vraiment des trucs, en fait, souviens-toi de ce qui t'est arrivé, de comment tu as avancé, et des petits trucs, en fait. Et puis, effectivement, j'ai remarqué que depuis que je me suis mise mieux dedans, il y a un an à peu près, en fait, où j'ai aussi décidé d'être plus authentique et de plus partager ouais, plus des éléments personnels aussi, en fait. J'ai vraiment remarqué que la chaîne a fait un énorme bond vers l'avant. Et là, maintenant, ça m'a fait hyper plaisir parce que depuis un an, j'ai effectivement des gens qui viennent en convention et qui me disent qu'en fait, ils m'ont découverte grâce à YouTube. Et c'était encore, bah, ce week-end, on avait assez long et il y a une dessinatrice qui est venue et qui m'a dit que, bah, qu'elle voulait me remercier pour mes vidéos et tout. Donc, ouais, c'est chouette, quoi. Trop bien, mais je trouve que... Alors, je suis pas aussi présente que toi sur YouTube, j'y suis et j'essaye de poster régulièrement de plus en plus, mais c'est pas facile. Mais j'adore bah, la communauté qu'il peut y avoir. Enfin, je trouve que c'est pas du tout la même chose que sur Instagram. Les Oui, gens sont plus attentifs. Ils laissent plus facilement de commentaires aussi. Je sais pas ce que t'en penses. Hum, En fait, je trouve que YouTube et Instagram, on les utilise de façon différente, en fait. Parce que pour moi, maintenant, YouTube, ça va être vraiment pour me présenter plus vers l'extérieur en fait et pour aussi être pour que les gens ils apprennent un peu à me connaître parce que forcément quand tu regardes une personne bouger, parler, etc. en fait au fur et à mesure tu commences à apprendre à la connaître et donc pour moi YouTube c'est vraiment en ce moment ce qui m'attire le plus de nouvelles personnes et Instagram bon après j'y suis pas très présente donc c'est un peu mort. Je poste plutôt en stories là-dedans et donc, pour moi, Insta, ça va être vraiment les gens qui viennent de YouTube, qui viennent des conventions. C'est là où je vais surtout être active en story pour continuer à nouer le rapport un peu plus personnel, en fait. Ouais, de façon quotidienne, là où on peut pas forcément poster quotidiennement sur YouTube, quoi. Mm. Mais je pense qu'effectivement, sur Instagram, je n'ai pas forcément de gens qui me découvrent comme ça. Alors que là, c'est surtout YouTube qui a pris le relais des conventions avant. Donc, en fait, en gros, c'était vraiment toujours les conventions où j'avais les gens qui venaient sur Insta et maintenant, c'est YouTube, les gens qui viennent. Ah ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a un switch en ce moment, je sais pas, mais tout le monde. Je suis encore tombée hier sur une vidéo de deux Américaines qui parlaient de YouTube et de. Enfin, c'est vraiment. Avant, c'était Insta. Alors, c'est toujours le cas, je pense, pour les artistes. Mais aujourd'hui, YouTube. Alors, pour ceux qui sont sur la plateforme depuis longtemps, ils vont dire, bah oui, bien sûr, YouTube, c'est une plateforme hyper importante. Et d'ailleurs, il y a énormément de monde sur YouTube. Il y en a plus que sur Instagram, si je dis pas de bêtises. Mais je trouve qu'aujourd'hui, les gens qui sont, enfin les artistes qui sont vraiment saoulés d'Instagram et des algorithmes, etc., commencent, c'est l'impression que j'ai, à pivoter vraiment sur YouTube. Parce que quitte à faire du contenu, même si c'est du contenu qui va mettre beaucoup plus de temps à créer, l'idée c'est quand même d'avoir un retour. Et donc quitte à créer du contenu qui prend du temps, autant le faire sur une plateforme qui offre bah, déjà de la monétisation Mm. et aussi bah, du retour, éventuellement de l'engagement, etc. Et qui dit engagement dit bah, client, etc. Donc, Mm. t'as Non, mais remarqué toi aussi ce petit ouais, changement? oui, bah en fait, j'ai pas forcément parce qu'en fait, je suis sur YouTube mais je ne consomme pas parce que vu que je n'aime pas les écrans, du coup, je n'aime pas Ah oui, regarder. Du coup, je préfère ton podcast. ah c'est drôle. Mais oui, effectivement, je pense aussi avec tout ce qui était TikTok, il y a énormément de gens qui sont beaucoup plus passés vers la vidéo en fait, je pense.
Et du coup, effectivement, avec YouTube, vu qu'on a tout le côté SEO, référencement et tout, ça a une durée de vie qui est beaucoup plus longue. Je sais que par exemple, des vidéos que j'ai faites il y a 2 ans, j'ai encore des nouvelles personnes qui me découvrent par là et qui s'abonnent, alors que sur Instagram, au bout de 2 jours, ton post il est mort, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est un peu moins vrai avec les Reels parce que des fois, moi, j'en ai, Oui. là, dernièrement, j'en ai un qui a vécu, on va dire, au moins un mois et qui continue à me ramener du monde. Là, c'est Mhm. quand on arrive à avoir un truc qui fait un peu viral, mais c'est Ouais. exceptionnel. Alors que sur YouTube, c'est pas du tout exceptionnel. Ça peut arriver, même des vidéos qui démarrent très lentement et qui, en fait, grandissent petit à petit. Mhm. Ouais, ouais. Ça, c'est hyper intéressant, quoi. Parce que tu te dis, bon, c'est un investissement sur le long terme. Peut-être que là, aujourd'hui, bon, voilà, mais petit à petit. Mais moi j'aime beaucoup cette plateforme en tout cas, donc Mhm. c'est hyper intéressant je trouve. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets en cours, des projets perso? Quels sont tes là pour 2024, qu'est-ce que tu as prévu de faire par exemple? Je me suis focalisée sur 3 axes. Donc, d'un côté, on va voir la boutique en ligne pour développer. La chaîne YouTube, où il me manque encore 800 heures pour être définitivement monétisée. Donc là, j'ai eu la version soft à 3000, mais du coup, j'attends encore les publicités AdSense à 4000. Ok. Oui, bah, ça va Et bientôt le arriver. développement des cours Patreon, en fait. Ok, trop bien. C'est bien parce que tu as déjà la structure de ce que tu veux faire et est-ce que tu as déjà pensé à faire une vraie formation en ligne avec Oui, en fait, j'avais lancé une école de coaching justement suite à mon burn-out où je dessinais plus. Ça a fait un misérable flop parce Mais que non. bon, à l'époque, disons que vu que j'étais de nouveau retombée en mode survie, genre je ne dessine plus, c'est le Covid, qu'est-ce que je fais de ma vie? Je n'ai plus de revenus et tout. Donc vu qu'à l'époque il y a énormément de gens qui sautaient sur les formations en ligne, je me suis dit bon, on va le faire. Effectivement, il y avait de la demande parce que j'ai bien vu, j'avais fait les études de cas, je parlais avec les autres artistes et tout. Il y avait aussi d'autres dessinateurs qui étaient prêts aussi à travailler avec pour faire des interviews, des cours, parler en fait de leur domaine et tout. Mais je pense que j'avais pas la maturité en fait à l'époque pour mener à bien le projet et surtout j'aurais dû avoir une équipe pour pouvoir vraiment le faire parce que c'était tellement de travail. J'étais en train de faire, j'avais prévu des masterclass tous les mois, j'avais un annuaire d'artistes, je voulais faire vraiment un truc à la Etsy où en fait avec l'annuaire, les gens pouvaient aussi avoir leur propre boutique en ligne et tout sur le site. Donc en fait, c'était un projet monstre où je n'avais pas les capacités, les ressources et le temps en fait pour le faire tout seul et j'aurais dû me laisser beaucoup plus longtemps en fait. Mais vu que j'étais retombée dans mon truc, merde, j'aurais pas mis 1 million pour pouvoir survivre et pour avoir une maison et un toit sur la tête, j'ai laissé tomber en fait trop tôt et j'ai pas arrivé à m'investir. D'accord. Mais du coup, ouais, c'était pas un énorme flop. C'est pas comme si tu l'avais lancé, tu vois. Et là, ça n'aurait pas marché. Du coup, c'est différent. Mais ça t'empêche pas de reprendre plus tard. Qui sait? Peut-être. Ouais, mais je me dis, il faudrait vraiment une équipe et c'est trop de travail pour gérer toute seule en fait. Bah, je sais de quoi tu parles. Là, je suis en train de refaire ma formation et c'est vrai que j'ai commencé l'été dernier juste à faire le site parce qu'en plus, je me suis embarquée à faire la plateforme moi-même. Et c'est du boulot. C'est du Mm. boulot. Ouais, Bah, ouais. en plus de ça, de se filmer en train de dessiner comme les tribulations de Marie. Ouais, là, c'est encore un autre level, je trouve. Mais Mm, mm. bref, c'est ambitieux. Comme tu nous as parlé de ton burn-out, est-ce que tu serais OK pour en parler un petit peu davantage? Parce que dans le sens où, enfin, moi, je sais que dans ma communauté, il y en a beaucoup qui ont fait des burn-out. Et justement, il y en a beaucoup qui ont fait des burn-out par rapport à un travail qui a rien à voir avec l'illustration et qui ensuite se sont mis à faire l'illustration par rapport à ça en mode thérapie, etc. Donc, Mhm. est-ce que ça, si tu veux, hein, t'es pas du tout obligé, Oui. comment t'as fait pour t'en sortir en fait? Je pense que je me suis plus forcée après à dessiner. Et en fait, ce qui m'a vraiment mis dedans, c'était que déjà, j'avais trop d'attentes et je me mettais trop de pression moi-même. Hmm. Et vu que j'acceptais tout et n'importe quoi, effectivement, j'avais aussi des clients qui n'étaient pas forcément adaptés à moi où je prenais vraiment tout au bout d'un moment vraiment juste pour l'argent, pour la gloire, pour la renommée, mais pas forcément parce que ça me convenait. Et du coup, vu que j'avais
tellement peur, bah justement, bah, bon, l'argent pour moi c'est vraiment toujours le gros problème, quoi. Mais du coup, vu que j'avais peur effectivement de manquer, d'être à la rue, alors que j'habitais chez mes parents, quoi, mais je me disais, qu'en fait c'était vraiment un gros problème où j'avais peur effectivement de perdre ses sources de revenus et ses clients en mettant des limites. Et du coup, Hmm. je pense que ça, c'est aussi un truc qui est hyper important pour les artistes, justement, mettre leurs limites et de se respecter. Parce que si toi-même, tu ne te respectes pas, les autres ne te respecteront pas non plus. Et je me rappelle, il y avait vraiment des moments où j'acceptais toutes les deadlines des clients et du coup, j'avais les conventions le week-end et puis je me stressais direct le lundi pour aller à des cours et puis j'en faisais plusieurs par jour. Et le soir, je rentrais, j'étais claquée, mais je me remettais aux commissions pour qu'ils les pilent le lendemain à 8 heures pour valider parce que la deadline, elle était hyper courte. Donc, c'était vraiment, j'avais pas mis mes limites et je me respectais pas et du coup, bah, j'ai fait un peu n'importe quoi. Et ouais, mais je comprends complètement parce que j'ai l'impression qu'à mes débuts, j'ai un peu fait ça aussi. Alors peut-être pas à ce point-là parce que j'avais pas, moi j'avais que l'illustration de commande, j'avais pas plusieurs sources de revenus, mais ce truc de, enfin moi j'ai fait des nuits blanches, tu vois, par exemple, pour des projets, mais genre plus jamais de la vie je ferais ça, quoi. Ah Enfin, oui, quelle idée! ah non mais quelle idée! Et non mais une fois j'ai fait un truc quand même, c'était genre, je me suis dit, bah, après tout les astronautes ils dorment que 20 minutes par, tu sais, ils dorment comme ça, donc je vais faire pareil. Et donc Oh, je purée. travaillais. Et de temps en temps, je me dis, bon, là, je tombe, alors je vais dormir 20 minutes et je revenais. Non, mais Oh non! ah, je crois que ça m'est arrivé 2 fois de faire ça. Mais bon, c'était la jeunesse. Mais quand tu démarres, t'es tout feu, tout flamme. T'as envie de bouffer tout le monde. Mais bon, c'est pas viable du tout, quoi. Hmm. Et c'est vrai que si on peut arriver à se mettre des limites dès le début, moi j'admire les gens qui arrivent à mettre des limites dès le début parce que en vrai c'est la seule façon de tenir sur le long terme. Moi il a Ouais. fallu enfin tu vois toi aussi il t'a fallu du temps et un burn-out pour s'en rendre compte. Donc Hmm. ceux qui nous écoutent, si jamais vous êtes dans ce cas-là, écoutez-vous, écoutez-vous parce que de toute façon c'est pas viable sur le long terme. Donc Hmm. Bah, c'est pour ça, je pense que c'est hyper important justement bah, d'avoir bah, comme toi ou de faire des vidéos en fait où on montre vraiment un peu la vraie vie en fait, ce que c'est en fait d'être illustrateur et justement bah, de ce qui est possible et tout ou ce qui n'est pas réaliste. Parce que je sais que souvent quand je parle avec des artistes débutants, en fait, une fois en commençant, il y en a une qui était venue me demander des conseils. Et je me disais, mais bordel, elle me demande si c'est pas trop cher de vendre un print à 1,50 €. oh Où non. tu te dis, TVA, cotisation, Non. qu'est-ce que tu manges? De la poussière, quoi. Oh, c'est fou. Mais c'est vrai que bah ça, c'est un truc qui revient souvent. Alors, 1,50 € c'est extrême, mais enfin moi, je le vois tous les jours, des gens qui me demandent mon budget pour une illustration, c'est 50 €. Est-ce que c'est pas trop cher? Est-ce que mon client, il m'a dit que c'était trop cher? Bah du coup quoi? Bah du coup, tu dis enfin ciao, et puis tu passes à un autre client. Mais je peux comprendre aussi que quand on n'a pas eu d'autres, enfin, qu'on n'a pas de client, bah le premier qui vient, bah on a envie de le prendre. Bah, c'est un peu ce que tu disais. Enfin, Ouais. et du coup, pas facile, quoi. Pas facile, mais il faut. Moi, ce que je disais aussi, c'est que il faut aussi remettre les choses dans leur contexte, c'est-à-dire que quand on travaille avec un client, c'est pas notre patron, en fait. Mhm. C'est un, voilà, on est prestataire et on travaille ensemble, mais c'est une collaboration. Enfin, faut plus se positionner comme ça, parce que ce truc du patron, du salarié, et du coup, faut faire un peu tout, faut tout obéir à tout, c'est un peu malsain, quoi. Et du coup, Ouais. c'est un jeu de pouvoir un peu malsain et qui est pas, encore une fois, qui est pas viable. Donc, faut aussi savoir se positionner, je pense, quand on est freelance. On est son propre boss, C'est ça. premièrement. Et je pense qu'au début aussi, bah, je pense que surtout quand on commence jeune, en fait, on a énormément de peur parce que je me rappelle, vu que moi, mes tout premiers clients, je les avais vers 15 16 ans. En fait, pour moi, à l'époque, c'était les grands bonhommes qui sont grands et moi, j'étais la Bah petite oui, fille, là, et normal. tout. Et Oh, du coup, hyper j'avais pas non plus impressionnant. la maturité. Et je pense que c'est ça qui a fait que aussi, après, quand j'ai vraiment démarré, la carrière, en version pro, dès la fin des études, où je me rabaissais un peu en fait parce que j'avais pas forcément la confiance en moi parce que j'avais toujours eu l'habitude d'avoir un rapport je suis petite et les autres sont Mhm. grands et c'est ça aussi qui a fait que j'avais énormément de peur en fait pour mettre mes limites en fait après quoi. Non, mais carrément, c'est fou. Mais en plus de ça, bon, je veux pas faire de la psychologie de comptoir, mais je pense que quand on est une femme, en plus, c'est encore plus exacerbé.
Je pense que les hommes ont moins ce problème-là, hein. Je pense que bon, je Mm. reçois beaucoup de femmes dans mon podcast, mais c'est un sujet qui revient beaucoup, le syndrome de l'imposteur Ouais, et ce rapport-là, ouais. Ce fait de se dévaloriser, hein. Bah, un peu plus tard qu'il y a quelques jours, j'avais Hélène Kerr qui a une longue carrière ouais. derrière elle et qui aussi se remettait beaucoup en question. Donc c'est vraiment un sujet qui Ah, est c'est vrai. récurrent. Mm. Et oui, c'est vraiment un sujet qui revient et ouais. Euh, Petite question par rapport toujours au manga, parce que vraiment j'ai envie de te poser des questions là-dessus, parce que moi j'y connais rien, mais vraiment rien. Alors toi, t'as pas suivi d'études par rapport à ça. Comment tu t'es formé au manga? Bah, à l'époque, il y avait les livres Comment dessiner des mangas. Trop bien. Et du coup, en fait, j'avais vraiment toute la collection et c'est comme ça que j'ai commencé. Et, euh, et bon, après, c'est le truc où je me suis toujours dit, là justement, c'est la prochaine vidéo qui va sortir où j'ai repris tous les mangas que j'ai créés de ma vie et où j'ai vraiment en fait noté bah, tous les apprentissages que j'avais. Et pour moi, Hmm. je pense que c'était vraiment en fait simplement ce qui m'a aidé le plus à progresser, c'était d'abattre en fait des pages et des pages et des pages et des pages pour justement m'entraîner. Bah, en fait, je m'entraînais pas parce que je dessinais vraiment juste pour le plaisir. Et quand je regarde en fait bah, mes premiers livres et tout, c'était vraiment, il n'y avait pas de proportion, il n'y avait pas de construction, il n'y avait pas de perspective, je connaissais même pas la règle, quoi, tu vois, mes décors, ils étaient... Et je pense que pour moi, c'est vraiment ça qui a fait que que j'ai énormément progressé parce que justement, je dessinais juste pour le plaisir et je me mettais pas de pression. Et je remarque vraiment, c'est à partir du moment où j'ai commencé à monétiser, à devenir professionnel, que j'ai commencé à stagner et que la qualité, elle a baissé parce que je me mettais trop la pression. Je me mettais trop la pression et puis bah, du coup, vu qu'on peut pas non plus être partout, effectivement, j'ai plus switché en fait sur comment est-ce que je me vends, comment est-ce que je peux me commercialiser et du coup, en fait, effectivement, le dessin, il a fait une baisse, mais le reste, ça a monté. Et il y a toute l'histoire de la comparaison, du coup, aussi, qui est arrivée avec les réseaux sociaux. Et c'est trop bien, du coup, le fait que tu aies commencé si tôt. C'était innocent, c'était pur et t'avais pas ce truc-là. Et en fait, finalement, si on pouvait tous évoluer comme ça, c'est-à-dire dessiner sans en avoir rien à carrer du regard des autres, en gros, ben en fait, on ferait des progrès monumentaux et Ouais. beaucoup plus rapides, quoi. Parce qu'on Mm. produirait, on dessinerait. Mais en fait, c'est vrai qu'on a tous, enfin, pour ceux qui ont eu la chance de dessiner depuis qu'ils sont petits, c'est beaucoup, enfin, c'est vrai que c'est plus simple parce que quand on est petit, on a moins, enfin, je sais pas, on s'en fout du regard des autres, quoi. C'est vrai que c'est un peu plus difficile pour ceux qui commencent maintenant et qui sont beaucoup sur les réseaux, qui regardent beaucoup ce qui se fait. En même temps, c'est bien d'avoir, moi je trouve que c'est quand même bien pour la culture visuelle de s'imprégner de tout ce qui se fait quand même, de l'air du temps et tout. Et en Mm. même temps, c'est vrai que ça met une pression supplémentaire. Faut essayer de prendre du recul par rapport à tout ça. C'est pas toujours évident. Ouais, et qu'on est aussi souvent autocritique parce que je pense que quand on est enfant, on dessine juste comme ça. Mais Mm. après, plus on prend de l'âge, plus on se dit, ouais, mais il y a celui-là qui fait déjà bien les choses. Et puis, est-ce que moi, c'est assez? Mais je vois encore mes lacunes. Alors qu'en fait, bah, c'est ce que j'ai vraiment remarqué. En fait, au final, je dis toujours que j'étais jamais la meilleure et la plus douée en dessin, mais j'étais simplement celle qui Passé. avançait comme ça. Et c'est ça qui fait effectivement que bah, même si on avait d'autres qui étaient plus talentueux que moi, c'est moi qui récupérais les contrats parce que j'étais simplement celle qui était partout et puis qui se montrait et qui allait un peu au culot, quoi. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que moi c'est un truc que j'ai beaucoup remarqué aussi à l'école. Alors c'est dans une autre façon, c'est pas exactement le même contexte, mais à l'école, je me souviens qu'en prépa, il y avait ceux qui dessinaient déjà très bien, qui avaient déjà leurs Mm. acquis et tout. Tout le monde était jaloux, on voulait tous dessiner comme ça. Et puis d'autres bah, qui commençaient vraiment tout juste à dessiner, mais qui étaient plus disciplinés, plus assidus et qui voilà qui travaillaient parce qu'ils étaient conscients aussi de leurs lacunes, comme quoi des fois ça peut être utile Ouais. aussi. Et à la fin des études, bah t'avais ceux qui avaient fait un gap de fou et qui étaient beaucoup plus pros, et t'avais ceux qui étaient vraiment qui étaient restés sur leurs acquis finalement, qui n'avaient pas du tout progressé. Et bah forcément les premiers avaient ont mieux réussi à par la suite parce que bah, ils étaient plus pros et ils étaient plus ils en voulaient plus quoi finalement que Mm. les autres qui étaient un petit peu bah, ils avaient eu peut-être voilà, c'était ouais, pas un talent parce que j'aime pas dire ça, mais disons qu'ils avaient tellement travaillé, enfin, Mm. ils étaient doués à la base, on leur a beaucoup dit, et après ils se sont reposés sur leur laurier. Enfin, Mm. ouais, Ben, c'est c'est pour ça, je pense que on peut avoir du talent jusqu'à un certain point,
Mais si après on fait rien pour continuer à le développer, on va stagner et puis forcément il y en aura des autres qui nous dépasseront, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'en plus, quand ça devient notre gagne-pain, c'est là aussi où la pression se fait plus importante, quoi. Ouais, oui. Pas facile. Juste par curiosité, tu nous parlais du Luxembourg en nous disant que c'était un pays où tout était cher, mais du coup, la vie est chère aussi, enfin, de manière générale. Enfin, Globalement, oui. Mais c'est ça aussi, bah, justement, dès le départ, en fait, qui m'a fait énormément peur. Parce que, en fait, au Luxembourg, pour payer les cotisations, tu dois payer 24-25% sur base du SMIC minimum, que tu les gagnes ou pas. Et du coup, en fait, dès que j'ai commencé, je devais payer minimum 500 euros tous les mois. Alors que je venais fraîchement de sortir de l'école et pour moi, c'est pour ça, vache. c'était toujours le gros problème avec l'argent, c'était purée, mais j'ai terminé les études, comment est-ce que je vais récolter ces 500 euros tous les mois et comment est-ce que après bah je vais encore avoir assez pour en vivre quoi. Ah ouais, mais c'est vraiment l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, quoi. T'avances avec ça. C'est fou, c'est vraiment pas les mêmes, ouais, c'est pas les mêmes budgets, les mêmes tarifs que chez nous. C'est fou. Est-ce qu'il y avait quelque chose dont tu avais envie de parler Je qu'on pense n'aurait pas encore abordé? Je pense peut-être sur les conventions, peut-être ce qui serait aussi intéressant à dire, c'est effectivement pour ceux qui voudraient se lancer aussi de bien cibler, parce que on va avoir, il y a des conventions qui sont bonnes et il y a des conventions qui sont mauvaises en fait. Mhm. Donc, le problème, c'est qu'il y en a certaines qui demandent des tarifs exorbitants à 300-400 € le stand, alors que elles n'ont pas forcément de public. Et je me rappelle, l'année dernière, justement, je me suis mis le défi de faire toutes les conventions que je trouvais, peu importe où c'était, en fait, parce que je me suis dit, sinon, je vais le regretter et je vais simplement tester, ce que ça va donner. J'ai failli faire faillite parce que c'était horrible. Parce que du coup, il y avait des mois où je faisais 3-4 festivals par mois. Mais du coup, vu que c'était à l'étranger, j'avais en plus les hôtels, les déplacements. Et du coup, selon les festivals, bah, je commençais déjà aussi à moins 400-500 € juste entre les hôtels, le stand et le péage. Et du coup, bah forcément, quand tu commences déjà avec un moins comme ça, où tu n'as même pas encore comptabilisé tes stocks, et que c'est des petits salons où il n'y a pas forcément de public, où il n'y a pas d'audience, où Mhm. c'est la mauvaise période. Par exemple, il y avait un salon qui était tombé sur la fête des mères et sur le jour des votes en même temps ici. Donc là, ça avait été catastrophique pour beaucoup d'exposants. Et c'est pour ça, je pense que c'est aussi très important justement de bien cibler ses conventions. Et aussi, bah, c'est pour ça que cette année, maintenant, je me mets beaucoup plus sur la boutique en ligne parce que j'ai l'impression que paradoxalement, vu que il y a de plus en plus de conventions qui viennent, forcément, les gens ne vont plus aller partout. Genre, Mhm. avant, par exemple, si on avait, je sais pas, une convention par an dans une localité spécifique, maintenant, on en a 4-5. Donc, forcément, avant, c'était spécial et les gens les économisaient, ils venaient et puis là, maintenant, bah, ils vont se disperser. Mhm. Mais alors du coup, comment bien choisir ces conventions justement? Comment savoir si une convention fonctionne ou pas? Je dirais que c'est toujours aléatoire un peu. Je pense que le critère le plus important, bah, ce sera vraiment de minimiser ses coûts. Donc, Hmm. comme je disais au début, regarder surtout pour commencer local, parce que forcément, quand t'as Ouais. pas d'hôtel ou de déplacement, ça fait déjà énormément. Et puis après, ce que je regarde maintenant, c'est effectivement, est-ce que le salon il existe déjà depuis plusieurs années? Hmm. Et sinon, bah, quel retour est-ce qu'on peut avoir sur Facebook, par exemple, il y a un groupe, je crois, c'est Collectif des exposants ou quelque chose dans le genre, où il y a effectivement en fait beaucoup d'exposants qui se regroupent et puis où on peut partager des conseils. Je sais qu'il y en a souvent qui disent ah ouais, il y a ce festival-là, est-ce que vous avez déjà fait, c'est quoi vos retours? Donc, je pense beaucoup discuter aussi avec d'autres exposants, ça peut aussi beaucoup aider. Ouais, ça peut permettre de savoir si c'est intéressant ou pas, quoi. Mm. Mais du coup, c'est aussi un moyen de voyager. Enfin, j'imagine, j'ai regardé un petit peu ta liste parce que là, t'en as plein à venir, là. T'en as déjà Ouais, c'est la fait saison là quelques-uns. maintenant. Ouais, c'est la saison. T'en as au mois de mai et tout. T'en as déjà fait au mois d'avril. Donc, tu voyages, là, un petit peu. Oui, oui. Ben en fait, pour moi en général, quand c'est des voyages, où du coup je pars déjà le vendredi, et donc le vendredi c'est je suis touriste et je découvre la ville, et après samedi dimanche bah, c'est travail. Mais c'est trop cool. Ouais, ça te permet de voir un peu du pays aussi. Mm. Mais genre, là, les derniers. Enfin, là, il y a pas longtemps, là, le 14, t'étais un
Un salon, non? Oui, oui, bah après c'était au Luxembourg, donc c'était à 20 minutes Ok, de chez moi, quoi. donc ça va. Et du coup, à venir, où c'est qu'on peut te retrouver pour ceux qui sont, je sais pas, qui seraient intéressés de te voir en convention, découvrir tes produits. Oui, bah avec plaisir. Sur mon site internet, il y a mon agenda, donc vous pouvez toujours me retrouver là. Ouais, je mettrai toutes les infos dans la description. Je voulais aussi un petit peu te parler de tes produits Mhm. et si tu avais des conseils pour au niveau des fournisseurs, parce que c'est pas facile de trouver des fournisseurs qui soient, comment dire, qui permettent de faire une marge. On sait que souvent les Mhm. fournisseurs, ils veulent qu'on commande 1000 pièces et c'est Ouais. pas facile. Est-ce que ça existe, les fournisseurs qui demandent, enfin, où tu peux commander en plus petite quantité ou c'est difficile? Ah, je pense qu'il faut beaucoup rechercher et puis au fur et à mesure, tu trouveras en fait les bons. Là aussi, ce que j'ai fait au début, c'était que je travaillais local. Donc, il y avait bah, mon éditeur à l'époque, en fait, il avait aussi sa petite presse, ses imprimeries et tout. Donc, en fait, je faisais les petits tirages avec lui. Puis, bon, effectivement, après, quand il a fermé ses portes, c'était triste. Je ne savais Oh plus trop. mince! Mais oui, après, c'était vraiment, bah, je regardais un peu sur Internet, je comparais, et puis au fur et à mesure, bah, tu vas pouvoir tester, et puis tu trouveras certains qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas du tout, et puis. Ouais. Mais j'imagine que pour faire des vêtements et tout ça, ça doit être, enfin, c'est ce qui est le plus difficile à trouver, quoi. Ouais, bah là, en fait, les vêtements, en soi, je travaille avec de l'impression sur demande. Donc là, Ok. l'avantage, c'est effectivement que je n'ai pas besoin d'avoir les stocks à la maison. Surtout vu que j'ai une collection avec les 12 signes du zodiaque, ça serait hyper compliqué avec toutes les tailles. Donc là, maintenant, je prends vraiment les signes en général qui se vendent le mieux en stand pour en avoir quelques-uns sur place. Mais en fait, après le gros, ça sera par le site internet où les gens, quand ils passent commande, ça va directement à l'imprimeur et c'est lui qui imprime et qui Ah, envoie. c'est trop bien. Bah, tiens, petite question par rapport à ça. Est-ce que tu as un formulaire écrit quand tu fais tes stands pour proposer aux gens de s'abonner à ta newsletter? Si t'en as une, bien sûr. Ma newsletter. Je sais que je t'admire toujours de sortir la tienne depuis des années. Et effectivement, bah, c'était quand j'avais lancé l'école de coaching en 2020-2021 que j'avais commencé parce que je vois l'intérêt. Effectivement, je l'ai relancé que maintenant en janvier en fait. Parce que bah, ouais, avant, j'étais tellement en train de courir partout avec l'événementiel et en train d'essayer de redresser le business qui avait totalement à cause des festivals, justement. Donc, c'est vraiment que depuis janvier où je me suis dit, ça y est, je vais essayer maintenant d'être plus active là-dessus, sachant que je n'en envoie qu'une par mois, mais je me dis, c'est mieux que rien. Mais non, en fait, en C'est un général, bon je rythme, mets hein. un flyer en convention où les gens, ils ont ma boutique en ligne. Et après, je me dis, bon, si ça les intéresse, c'est mon pied de page. Et puis, ils voient qu'il y a une newsletter, quoi. En fait, je te parlais de ça parce que il y a quelques années, moi, j'avais lu un livre qui s'appelle Ah, je me souviens plus. Bon, c'est pas grave, je le mettrai dans la description. Mhm. Mais c'est un livre, en fait, justement, pour comment vendre son art sur des marchés, etc. C'était il y a très longtemps que j'avais acheté ce bouquin parce que c'était je pense, un de mes rêves à l'époque. Parce que Ok, j'en avais fait un ou deux des marchés et après, ça m'était passé. Et du coup, c'était il y a très longtemps. Et c'était un des premiers trucs, un des premiers conseils qu'elle donné, c'était d'avoir une boîte sur son stand et de dire aux gens de mettre leur adresse mail pour, collectionner les adresses mail en fait. ok. Et déjà, mais c'était genre, je te dis, c'était à mes débuts, c'était en 2010, tu vois. Ah oui, oui. Mais c'est Nana qui est hyper connue maintenant et qui fait des cours en ligne et qui fait plein de trucs sur le branding. Ok. Elle, voilà. Donc je me mettrai dans la description. Je suis désolée, je sais pas plus d'infos là, mais je le mettrai dans la description. Donc je pense que ça peut être une bonne idée en fait parce que pour garder Mhm. le lien, tu vois, Ouais. pour de temps en temps envoyer justement bah tiens je vais être à telle convention, etc. Mhm. Pour les gens qui sont dans juste pour envoyer des infos déjà et puis après prendre histoire de prendre le rythme. Mais franchement moi il y a des gens des artistes dont je reçois la newsletter une fois par mois. Mhm. Euh, oui, enfin voilà, mais je pense que c'est si s'ils m'avaient pas envoyé leur newsletter pour me dire qu'il y avait un lancement de collection, mais Mhm. j'aurais complètement pas pensé à y aller ou enfin tu sais les gens ont tellement d'autres choses Ouais, ouais. à penser que moi je trouve que c'est un bon moyen de garder au moins le lien
Et après, si on peut plus, c'est bien, mais une fois par mois, je trouve ça bien déjà. Ouais. Mais c'est vrai que en fait, vu que j'avais lancé ma nouvelle collection en fait le mois dernier, en janvier, j'avais relancé la newsletter parce que je savais qu'en mars, j'aurais la nouvelle collection. Donc je me suis dit, on va préparer un peu le terrain et pas revenir dans les boîtes mail genre, hey, salut, j'ai quelque Hey! chose à vendre, même si j'avais disparu il y a un an. Donc, mais effectivement, j'ai remarqué, j'ai eu 3 ventes, mais vraiment, j'ai lancé le mail à midi, et midi 5, j'avais les 3 ventes, quoi. Donc, je me suis dit, bon, bah, ok, ça va, je vais Ouais. continuer. Ouais, non, mais ça, c'est pas pour rien que, enfin, les Américains, de toute façon, ils ont toujours une longueur d'avance là-dessus, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes américains qui ont une newsletter et qui s'en servent, et de plus en plus, enfin voilà. Les Français aussi, ça commence à venir de plus Mm. en plus, donc. En ce moment, d'ailleurs, la newsletter, elle a le vent en poupe avec Substack, je sais pas si t'as entendu parler. Non. C'est un moyen de... on diverge là. C'est un moyen d'écrire des newsletters en fait. Et en fait, les gens s'abonnent pour... c'est payant, c'est un abonnement payant ou gratuit, je crois aussi, on peut avoir les deux. C'est une sorte d'abonnement pour recevoir une newsletter. Mais ça serait Ok. plus des gens qui écrivent un petit peu leurs pensées, des trucs comme ça. D'accord, ok. Et c'est un peu différent d'une vraie newsletter parce que c'est une plateforme. Mhm. Mais voilà, ça a le vent en poupe. Ça revient à la mode, la newsletter. Alors que Mm. c'était un peu has-been, mais D'accord. Mais ça me voilà. rappelle un peu aussi avec le principe de Patreon en fait, parce que là depuis quelques mois, ils ont vraiment ouvert en fait le membership, ils ont mis un membership gratuit en fait où les gens ils peuvent s'inscrire pour justement recevoir les nouveaux posts en fait dans leur boîte. Donc ça c'est aussi un truc maintenant depuis quelques mois où je suis en train d'essayer que par exemple quand je fais par exemple des nouveaux cours de dessin tous les mois. Je fais vraiment un post qui est vraiment ciblé de façon publique, en fait, où je sais que tous ceux qui sont abonnés sur Patreon, même s'ils sont pas payants, ils vont quand même le recevoir dans leur boîte. Et effectivement, j'ai eu des gens qui ont fait des upgrades, justement, suite à ces messages, quoi. Ouais, du coup, ça permet d'être plus visible et d'être découvert par plus de monde, quoi. C'est intéressant. Mm. Et c'était pas le cas avant. Ben, je crois qu'en fait, on pouvait déjà s'abonner parce que je sais que j'avais des autres gens qui n'étaient pas payants et donc ils pouvaient déjà avoir les mails des posts à ce moment-là. Mais c'est vraiment depuis quelques mois où ils ont vraiment poussé le truc où maintenant il y a vraiment un vrai bouton pour s'abonner et tout. Donc, ouais, je pense qu'ils sont en train d'expérimenter avec ça. Ouais, bah en même temps, ils regardent un peu ce que font les voisins et ça ressemble plus à un réseau social, quoi, du coup, Mm. aussi maintenant. Ouais, Donc c'est ouais. intéressant. Mais sachant que c'est effectivement plus puissant parce que je trouve que d'office, les gens qui viennent sur Patreon, c'est déjà ceux qui ont un peu un pied dans la porte, en fait, qui sont vraiment plus intéressés que ceux qui sont juste sur Instagram et qui te regardent défiler une fois de temps en temps, quoi. Bon, bah, je crois que là, on a fait un bon tour de tout. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais entendre à ce micro? Un artiste ou autre? C'est une très bonne question. Alors, français de préférence, ou francophone, parce que J'ai jamais réfléchi. tu En fait, sèches. c'est déjà tellement un honneur de te parler à toi. Bah non, bah merci à toi parce que franchement, encore une fois, c'est un sujet, les conventions et tout. Alors, je savais que ça existait, mais je pensais pas pouvait en vivre, tu vois. Je pensais que c'était, enfin, vraiment, en plus, c'est un sujet sur lequel je m'étais jamais penchée. Et je pensais pas que c'était une activité en soi, tu vois. Je pensais que c'était plus genre des artistes qui, bah, de temps en temps faisaient des conventions. Et là, en fait, tu viens de nous expliquer que c'était le centre de ton activité, quoi. Ouais. Donc, c'est vachement intéressant, quoi. Mais C'est encore une un... fois, attention à ne pas faire que ça parce qu'il y a parfois où l'événementiel se casse la figure. Ah ouais, ben, en ce moment, t'as l'impression que ça se casse la figure? C'est vraiment beaucoup l'année dernière entre juin et décembre en fait où ça a vraiment fait au chiou. On l'a vraiment senti. Il y avait vraiment des salons où on était entre exposants à se tourner les pouces pendant 4 heures. Il n'y avait pas un seul visiteur quoi. Les gens qui étaient dans le couloir, c'était les autres exposants qui sont allés. D'accord, mais t'expliques ça du coup par le fait que ça soit multiplié, comme tu disais, mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs ou... Bah, je pense que c'est vraiment parce qu'il y en a de plus en plus et du coup, il y a plus forcément la qualité. Nous, en tant qu'exposants, quand on est déjà dans le milieu, on sait faire la différence et du coup, on fait effectivement plus attention. Mais c'est ce qu'on discutait encore avec d'autres organisateurs déjà établis depuis des années et il y a eu d'autres exposants aussi qui sont
là aussi depuis longtemps, que les jeunes, ils ne savent pas forcément quoi. Parce que je me rappelle par exemple moi quand j'avais commencé, effectivement, le seul que j'avais en vue c'était la Japan Expo parce que c'est la plus grande, où là je me disais, bah, le stand c'est plusieurs milliers d'euros. Ah Donc ouais. je me dis si là maintenant, bah, en tant que professionnel, du moins quand tu as des papiers et que tu es déclaré, et du coup, je me disais, bah, effectivement, si j'avais commencé et que mon standard, c'était la Japan Expo, je me serais dit, là, effectivement, bah, 300-400 € le stand pour un plus petit salon, ok, ça doit être la norme. C'est quoi la norme, enfin, qu'est-ce que tu constates comme tarif? Parce que c'est aussi un sujet que j'ai vu passer dans mon membership, quelqu'un qui demandait est-ce que ce prix-là, c'est normal ou pas pour un marché ou je sais plus. Ça dépend, il y a vraiment de tout. En fait, je dirais, bah, moi, j'ai vraiment commencé par des festivals qui étaient gratuits, en fait, ou très peu chers. Après, j'ai l'impression qu'en moyenne, pour le moment, les festivals sur lesquels je tourne, mais qui sont encore quand même, qu'ils ont une bonne réputation et que ça fait quand même des années qu'ils sont là, justement, ceux-là, j'ai l'impression qu'ils sont encore, bah, les petits créateurs, ils leur tiennent encore à cœur et du coup, ils font pas des tarifs trop exorbitants, justement, pour pouvoir encore soutenir les jeunes créateurs. Donc, je dirais là, en moyenne, disons, on pourrait tourner entre 150, 250 €, je dirais, ouais, pour une table ou un 4 mètres carrés, selon ce qu'ils proposent, en fait. Alors, si vous avez l'occasion de faire des marchés ou des conventions gratuites ou des festivals gratuits, bah, n'hésitez pas. Mm. Mais c'est vrai que c'est un budget, quoi, en tout cas. Ouais. Euh, Surtout, ça dépend aussi parce que je dirais, par exemple, c'est pas forcément toujours les plus grands qui sont les plus rentables. Parce que quand je me rappelle la première fois où j'ai fait Bruxelles, donc le plus grand salon de Belgique, effectivement, il m'avait mis en plus dans il m'avait mis dans la catégorie commerçant, donc du coup le stand était à 1 200 €. J'ai rentré 1 300 €. Donc, en plus, trajet, hôtel pour 3 4 jours et tout, ce n'était pas forcément rentable. Alors qu'après, il y avait un autre festival qui était à une demi-heure de chez moi. En fait, il était gratuit. C'était vraiment un tout petit truc. On était genre 5 stands et pas plus. Mais j'ai fait le même chiffre d'affaires et j'avais aucun frais. ah, c'est fou. Ah ouais. Non, mais du coup, tu sais après où mettre tes billes et Ouais, des fois, les trucs qui ont l'air super intéressants, enfin, visuellement et qu'on jette, entre guillemets, c'est pas forcément les bons plans, quoi. Donc, ça, c'est souvent comme ça, j'ai l'impression. C'est un peu pour tout. Bah, ça dépend aussi du public parce que parfois, en fait, quand c'est vraiment les gros événements, il y a aussi pas mal de public. Des fois, ils viennent juste pour se retrouver entre amis, pour faire des animations, pour avoir la marchandise du Japon qu'on trouve pas forcément ici, mais ils viennent pas forcément pour les petits créateurs, quoi. Donc, Ok, bon, bah, c'était super intéressant, Sabrina, j'ai appris plein de trucs. bah, Euh, super. Comme d'habitude, bah, je mettrai toutes tes infos, ta chaîne YouTube, ton site internet, ta boutique en ligne. Dans la description pour ceux qui veulent découvrir plus en détail ce que tu fais, tes cours aussi, ton Patreon. Et bah, merci à toi pour ton temps et ton partage. Bah, merci à toi. Et puis bah, on se retrouve sur les réseaux, certainement. Merci. Bonne journée! Ciao! Pareillement.